Dans l'extrait qui va suivre, retrouvez l'intervention du délégué général du think tank Confrontation Europe, Jérôme Quéré, invité à la table ronde Conservatisme en action, dans le cadre de réflexion de l'axe 1, le Parlement européen et la droite radicale, stratégie de vote européenne et nationale. Alors, pour revenir aussi sur le terme extrême droite, je précise, en France, c'est le Conseil d'État qui dit qu'il est d'extrême droite ou pas. Le Conseil d'État a dit que le Rassemblement national était d'extrême droite. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment répéter, parce que voilà, ça ne vient pas de nulle part. Alors après, pour les autres pays, je ne sais pas dans chaque pays. Là, j'avoue qu'il faudrait aller chercher. Et donc en effet, ces trois groupes politiques, s'ils n'en faisaient qu'un, ça ferait 191 eurodéputés contre 188 du Parti populaire européen. Donc oui, on a aussi joué un peu à se faire peur pendant les élections, parce que bon, on n'avait que ça à faire à ce moment-là de commenter les élections européennes, et c'est très rapidement fini. Mais on voit aujourd'hui que c'est assez insurmontable pour la question russe. Il y a des questions aussi, en effet, nationales. Je reviens sur ce qui a été dit de Marion Maréchal est un peu persona non grata au RN. Sarah Knafo, qui n'est pas dans le même groupe, ça pourrait aussi s'expliquer comme ça. Mais il faut aussi dire que pour qu'un groupe soit constitué, il faut un nombre minimal de députés européens et un nombre minimal de nationalités. Donc quand il y a une Française qui s'ajoute au groupe de ENS, ESN, ça sert à faire le groupe et à avoir des fonds. Ça sert à avoir de l'argent. Quand on est non inscrit, on n'a pas d'argent. Donc, enfin, on a son indemnité. Et donc ça, c'est aussi des tambouilles internes, pas très propres, on vous emmène dans l'arrière-cuisine. Mais c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc si demain Sarah Knafo quitte le groupe ESN et va dans l'un des autres, il n'y a plus de groupe ESN, à part s'ils arrivent à trouver une autre brebis galeuse ailleurs. Et c'est pour ça qu'il fut un temps, le Rassemblement national n'était pas dans un groupe politique et était non inscrit. Alors bon, ça date un petit peu. Mais donc là, vraiment, c'est une montée en puissance qui n'est pas négligeable. Alors, nous, on a interviewé Iberton Sini, qui est un spécialiste européen, et qui parle de coagulation décisionnelle. Donc en effet, il y a quelques notions communes entre les différents groupes d'extrême droite et le PPE, mais ça va vraiment être au compte-gouttes. Mais le PPE, dans ce rôle pivot qui a été présenté, va de plus en plus, et là on le voit parce que j'ai toute une série de mesures et qui est incomplète, s'appuyer sur son extrême droite. Moi je qualifie d'extrême droite, hein, il n'y a pas de... Après, chacun voit sa vision, mais en tout cas, va de plus en plus sur certains textes, parfois symboliques. Parce qu'il y a aussi des textes qui sont votés au Parlement européen qui n'ont pas de valeur contraignante, notamment des résolutions. Il y a une résolution sur le Venezuela par rapport à Nicolas Maduro. On en pense ce qu'on en veut, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est la première fois que le PPE est allé dans le sens des amendements de groupes d'extrême droite, plutôt que contre l'avis plutôt de tous les autres groupes à sa gauche, y compris Renew. Donc j'ai envie de dire, peu importe le fond, symboliquement c'est la première fois et c'est arrivé en septembre 2024. Donc très très tôt dans cette nouvelle mandature. Et donc ça c'est quand même un symbole fort. Les socialistes notamment ont commencé à le critiquer, d'autres ont dit, bon, de toute façon, vu le sujet, c'est pas si simple que ça, mais c'est peut-être exceptionnel. Et en réalité, on voit de plus en plus des votes en commun. Et donc, jusqu'à se demander en effet si ce cordon sanitaire existe encore. Il y a un exemple, parce que certes, ECR peut avoir des rapports. Il y en a même 2 commissaires européens qui sont proposés par les chefs d'État et de gouvernement. Donc à partir du moment où ils ont le pouvoir dans leur pays, c'est logique qu'ils puissent proposer les commissaires européens. Donc dans ma bouche, je vais dire le groupe d'extrême droite le plus entre guillemets fréquentable, même si certains ne les qualifient pas d'extrême droite. Mais par contre, ESN, il n'y a que 25 députés européens. Et Sarah Knafo a réussi à avoir un rapport. Et ça, c'est la première fois qu'on donne un rapport à un groupe aussi petit. Il n'y a aucune obligation. Et pour qu'elle puisse avoir ce rapport, il a fallu les votes de tous les députés PPE, ECR, PFE et ESN. Parce que les autres n'ont pas voté en sa faveur. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a eu des négociations pour qu'elle puisse avoir ce rapport sur la souveraineté numérique,
alors qu'elles se vantent d'être proches de J.D. Vance. Bon, on verra les calculs des uns et des autres. Ça semble assez particulier. Et ensuite, il y a des votes qui servent bien entre guillemets le PPE. C'est pas forcément un rapprochement avec l'extrême droite. Certains, c'était des positions qu'ils avaient auparavant, mais ils étaient plus dans le compromis avec Renew, les Verts et SND, avec qui ils sont en coalition, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, ils peuvent plus se permettre de s'appuyer sur leur droite sans avoir besoin de faire des compromis avec les libéraux, les Verts ou SND. Et donc ça, ils vont s'en servir de plus en plus, que ce soit sur la possibilité que le budget de l'Union européenne finance la construction de murs à ses frontières. C'était quand même un sujet assez tabou dans les précédentes mandatures. Le PPE, une bonne partie en tout cas, était déjà convaincu que c'était vers ça qu'il fallait se tourner. Mais là, ça y est, ils ont voté en faveur parce qu'ils peuvent plus se permettre. Ils ont moins besoin de compromis avec la gauche. Pour le report de l'application CSRD, c'est-à-dire l'obligation de déclaration sur, je vais simplifier, sur les normes environnementales, sur la pollution, etc. C'était voté, mise en application, etc. Il y a même des boîtes qui se sont construites. Leur modèle économique, c'était que ça, pour accompagner les entreprises pour toutes ces déclarations. Et puis, on est revenu dessus. Et donc ça, c'est vrai que dans la précédente mandature, ça serait passé différemment. Et donc là, était contre SND, Vert et The Left, Renew un peu plus nuancé, on va dire. Renew n'est plus du tout le parti pivot qui pouvait être plus ou moins dans la mandature précédente, parce que Renew en France a perdu aussi beaucoup de sièges. Donc on voit vraiment que de plus en plus, là je vous ai cité quelques... j'ai oublié aussi sur la déforestation. Le report de l'application du règlement visant à limiter les importations de produits issus de la déforestation. Et ça, pour le coup, c'est connu, ça a vraiment été une négociation entre le PPE et ECR. Et donc, ce qui ne se faisait pas, ou en tout cas, ça ne se disait pas. Là, ça a été très clair. Le PPE n'a pas négocié avec PFE et ESN sur ce report, mais leur voix a été nécessaire quand même pour pouvoir le passer. Et donc, il y a tout un tas d'acquis, enfin ça dépend de quel point de vue vous placez, vous me direz, mais qui ont été votés dans la mandature précédente et petit à petit c'est détricoté. Sachant que dans la mandature précédente, le PPE était quand même le groupe le plus puissant de la coalition. Et donc c'est assez intéressant de voir que c'est le groupe qui a mis en place avec ses alliés de gauche ce pacte vert qui est en train de le détricoter maintenant avec des groupes qui ne sont pas membres de sa coalition aujourd'hui. Et donc, ça passe une fois, deux fois, trois fois, et là on peut continuer à égrener, combien de fois? Et on le voit sur le discours sur l'état de l'Union, qui a eu lieu hier, même si personne n'est au courant en France, à part si vous avez regardé France 24. Ursula von der Leyen, donc chaque année, doit faire un discours sur l'état de l'Union, faire un peu une sorte de bilan, mais aussi une perspective, a été fortement chahutée. Elle a été huée à plusieurs reprises par les groupes d'extrême droite. Alors c'est difficile de savoir qui a hué exactement quand on regarde, mais on sent plutôt que ça vient de l'extrême droite. Elle a été huée à plusieurs reprises par des groupes qui ne sont pas membres de la coalition, mais sur lesquels elle s'appuie pour passer certains votes. Donc c'est assez particulier. Et je vous le précise quand même, parce qu'à l'Assemblée nationale, on a l'habitude en France que des personnes soient huées, c'est assez quotidien. Au Parlement européen, ce n'est pas le cas. C'est très très rare, surtout sur un discours sur l'état de l'Union. On n'est pas en France, si c'était à Strasbourg, mais en tout cas c'est une assemblée européenne, c'est pas l'Assemblée nationale. Et donc ça c'est vraiment une image vraiment très délétère sur ce qui se passe au Parlement européen. Et notamment, lorsqu'elle a parlé de valeurs européennes, ils s'en sont donnés à cœur joie, elle a eu du mal à continuer à parler. La présidente du Parlement européen a été obligée de demander le silence. C'est peut-être l'une des premières fois que ça arrive, parce que je n'ai pas regardé tous les hémicycles depuis la création du Parlement européen, mais en tout cas, cette image, on n'en a pas en mémoire au Parlement européen. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Et puis on le retrouve aussi pas uniquement sur les valeurs européennes, mais quand on parle d'Israël et de vouloir hausser le ton par rapport à ce qui se passe à Gaza,
ce qui est assumé par j'ai dit la présidente du PPE, non, lapsus, mais j'y reviendrai après justement, par la présidente de la Commission européenne du PPE. Mais voilà, c'est un sujet qui est très très clivant. Et là, elle a été énormément huée à ce moment-là, et aussi l'une des marottes de l'extrême droite lorsqu'elle parlait des voitures électriques. Ça, l'extrême droite est contre pour X ou Y raison, mais elle s'est vraiment huée là-dessus. Et on voit aussi par rapport à la suite, il y a donc chaque président de groupe qui peut l'interpeller, et qui l'interpelle. Puis ensuite, en fonction du nombre de députés européens du groupe, d'autres personnes peuvent prendre la parole. Le premier à prendre la parole, c'était Manfred Weber, qui dirige le groupe PPE au Parlement européen, donc, qui est du même groupe politique et qui est en plus allemand. Les deux, en réalité, ne s'entendent pas vraiment pour la petite cuisine interne, mais c'était le seul à soutenir la Commission européenne, qui est une coalition entre PPE, Renew, SND et plus ou moins Vert, même si c'est de moins en moins clair. C'était le seul à assumer qu'il faisait partie d'une coalition. Enfin, je vais nuancer quand même avec Renew un peu. Mais vraiment, il n'avait aucune nuance et il soutenait parfaitement. Et c'est assez symptomatique, on voit que cette coalition a de plus en plus de difficultés. Manfred Weber a commencé quasiment à prendre la parole en attaquant la présidente du groupe SND, qui devrait être le premier allié, normalement, dans cette coalition. Elle le lui a bien rendu juste après, ce qui donne une image quand même très délétère du Parlement européen, parce que ce n'était pas l'idée. Il devait plus parler à Ursula von der Leyen qu'à eux deux. Le président des Verts a aussi attaqué Manfred Weber juste derrière. Donc on voit vraiment une ambiance assez délétère. Il y a une partie théâtre, parce que c'est de la politique, donc il y a toujours un peu de théâtre, mais c'est jamais aussi poussé au Parlement européen. Et notamment chez les non-français au Parlement européen, parce que les Français parfois aussi s'en donnent un peu à cœur joie. Et donc Valérie Ayé, qui préside le groupe Renew, est intervenue en appelant une union fédérale, etc. Un discours assez engagé et assez surprenant, mais elle a parlé avec le cœur, entre guillemets, en tout cas ça semblait sincère, à la présidente de la Commission en disant: j'ai du mal à tenir cette coalition à bout de bras. J'ai du mal à faire se parler le groupe PPE et le groupe SND. Et ça semblait vraiment, alors je pense que c'était préparé, mais ça semblait vraiment sincère. Et donc ça montre à quel point cette coalition montre ses faiblesses sur la place publique et montre à quel point cette première année a été éprouvante. Il y en a 4 autres. Jusqu'où elle peut tenir cette coalition, sachant que certains membres des groupes peuvent changer de groupe, comme ça a été le cas du groupe Fidesz, qui était membre du PPE et qui est parti dans un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est maintenant PFE. Donc il est possible encore que certains changent, notamment par rapport à la politique nationale. Si demain, tout compte fait, Marion Maréchal se réconcilie avec sa tante et Jordan Bardella, peut-être qu'ils vont faire partie du même groupe. Là, ça devient la politique fiction. Mais il peut y avoir beaucoup d'évolutions possibles. Et c'est pour ça que c'est parfois assez difficile d'aller dans l'analyse de vote personne par personne, comme je vous ai présenté précédemment, parce qu'une personne peut changer de groupe en fonction de ce qui se passe aussi au niveau national. Donc affaire à suivre, mais c'est pas très encourageant et le groupe SND est de plus en plus remonté, vexé, et certains se sentent même humiliés, sachant que même au sein du groupe SND, c'est pas un bloc complètement unique. Certains sont plus conciliants, d'autres, notamment les socialistes français, sont de plus en plus remontés, parce que la politique nationale influence parfois aussi ce qui se passe dans le Parlement européen. Pour des socialistes français en ce moment, parler avec le groupe Renew et parler avec les Républicains, ça peut être un peu compliqué vu la situation politique française, et ça se décline dans 27 États membres.